Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, dans un couple ou plus de 13 ans, l'homme n'a jamais reconnu qu'il a tort et c'est la femme qui a toujours tort. On fait quoi? Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Effectivement, comme le téléspectateur l'a envoyé, il y a des sujets comme ça. Ils n'ont jamais tort. D'accord? Ils n'ont jamais tort. Ça peut être tout leur parcours de vie. Hein. Quand ils vivent avec une personne, ils n'ont jamais tort. Mais la cause, elle est là. C'est sa personnalité. Et la plupart du temps, vous allez voir les personnes qui ont l'ego très haut, surdimensionné. Ils présentent souvent ces caractéristiques. C'est difficile, c'est compliqué de vivre avec eux. Parce que ce qu'ils pensent, c'est ça qui fait foi. Ils n'ont jamais tort. Ils pensent que c'est plutôt vous qui ne comprenez pas, que vous êtes difficile à vivre. Mais plutôt, c'est lui le problème. Il ne se rend pas compte. Vous comprenez? Donc, vivre en couple, comme le cas de ce monsieur, je pense que c'est la femme qui envoie le message. Oui, il y a des moments où il va gaffer, mais c'est que pour lui, il est dans la normalité. Il ne reconnaît pas, en fait. Ce n'est pas qu'il n'a pas tort. Il peut avoir tort, mais il ne reconnaît pas son erreur. Vous voyez? Donc, vous allez voir, quand il y a des couples comme ça, le sujet lui-même, il ne se rend pas compte parce qu'il est dans son monde et il est tranquille. C'est lorsque une opportunité l'amène à un entretien ou une consultation où on lui passe des tests qui lui permettent de projeter sa personnalité. C'est là où il se rend compte et vous allez voir, certains se ressaisissent très rapidement. Parce qu'il a toujours vécu comme ça et il a endurci ses expériences dans son format. Surtout quand il vit avec une personne qui a une personnalité docile, ça va renforcer ça chez lui. Parce qu'à tout moment qu'il le fait, sa partenaire, elle lui comprend et puis elle est dedans. Et lui, ça renforce le mal chez lui. Parce qu'il pense que c'est parce qu'elle a fini par comprendre qu'elle a erreur et qu'elle a eu tort et qu'elle se calme. Alors que la personnalité est une personne juste peut-être tolérante ou apaisée, ou qui essaie de comprendre, effacer le mal et continue dans la vie. Est-ce que c'est dû à des blessures? Oui, c'est l'éducation. En fait, pas forcément blessure, mais la plupart du temps, souvent, quand vous rencontrez des personnes surprotégées, pas forcément en termes de blessures, mais la surprotection amène à ces genres de situations. C'est-à-dire que les parents ont surprotégé l'enfant. Voilà, le sujet, il a été, qui a grandi. Voilà, qui a grandi. On lui accordait tout ce qu'il demandait. Et bon, on ne lui refusait pas quand il fait mal ou quand il a tort. Pas tout ce que je veux. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ça peut se refléter dans le vécu de couple. On pense que c'est des trucs banals, mais quand il va grandir, ça va se refléter dans le couple avec son partenaire. Alors que le partenaire a eu une autre éducation ailleurs. Mais s'il arrive que ce monsieur rencontre une partenaire comme lui-même, vous allez voir, ils ne vont pas durer. Ils vont se séparer. Parce qu'il y a des femmes aussi comme ça. Je pense que c'est ce que monsieur avait voulu nuancer. Il y a aussi des femmes comme ça. Oui. Toujours des gammes d'autres, vous allez les voir. Au moment de faire sa crise, elle fait la crise. Plus tard, elle vient s'excuser. Mais au moment où elle faisait la crise, toute personne peut venir chercher à la faire comprendre. Elle ne comprendra jamais. Bon, d'autres plus tard, elle sait que, bon, j'avais mal fait, mais elle peut ne pas demander des excuses. Mais bon, elle comprend. Elle trouve des manières pour amadouer le monsieur, pour que le calme revienne. Mais d'autres, ils sont toujours dans leur position. Ils ne reconnaissent jamais. Et vous allez voir dans des couples comme ça, quand il y a un problème, je pense que Bachana l'a suggéré, il y a les témoins en termes de mariage et tout. Vous allez vers ces personnes, des fois c'est lui, la personne même, qui se porte plainte premièrement. Mais quand on écoute les deux partenaires, on trouve que non, c'est lui qui s'est mal comporté et qu'on lui fait comprendre cela. Toutes ces personnes vont devenir ses ennemis. Parce qu'il n'est pas prêt, ou bien la personne n'est pas prête pour accepter ses erreurs. Ouais, donc il y a plein de
ces situations qui se présentent dans beaucoup de foyers. Ça fait qu'ailleurs, sur d'autres cieux, ceux qui connaissent, vous allez voir, avant le mariage, il y a même des consultations qui se font pour découvrir l'autre. Est-ce que les deux personnalités peuvent vivre ensemble? Est-ce qu'ils peuvent cohabiter? Oui, la plupart du temps, c'est gérable lorsque vous passez à ce pas et que même si c'est des personnalités difficiles, on essaie de ramener l'autre à connaître l'autre. Et quand l'amour est vraiment là, ça permet de stabiliser le fonctionnement du couple parce qu'ils connaissent déjà les bases sur lesquelles les deux doivent fonctionner. D'accord. Voilà. Et je voulais rappeler aussi, le mariage, en fait, c'est un engagement. Ah, j'arrive, on en vient. D'accord. Parce que le mariage, je crois que c'est psychologique aussi. Oui, dites-nous, Batiana. Je ne sais pas, le cas que je vais évoquer n'est pas la même chose que ce monsieur qui a toujours raison. Voilà. Et souvent dans nos services, tu vas voir que vous avez quelqu'un, tout ce que les autres font, il critique, il n'est pas satisfait. Il critique. C'est ce qui vient de lui qui est bon. Même, oui, non, il y a on des gens cherche comme ça. une solution pour quelque chose. Quelle que soit la solution que vous amenez, tout le monde peut apprécier. Quand il arrive, il bouleverse tout. Même si les gens ne sont pas d'accord, il insiste que ça soit ce qu'il a apporté. Selon ce qu'il pense. Et puis, face à ces genres de personnes-là, comment réagir? Comment résoudre ça? Ok, effectivement, vous avez touché un point très essentiel parce que dans la communauté, vous allez voir, et quelquefois même, c'est celui qui est même le patron du service qui a cette attitude-là. Et il rend la vie dure à tout son personnel. Les gens finissent par le burn-out dans la plupart de ces cas-là. Parce que c'est des gens insatisfaits et ce qu'ils veulent, la manière dont ils veulent qu'on fasse les choses, c'est toujours par là qu'ils trouvent satisfaction. Le problème, c'est que ces personnes, dans un premier temps, il ne faut pas toujours jouer son jeu. C'est-à-dire que même s'il n'a pas tort, il met de l'influence et on accepte. Non, il faudrait que l'Assemblée lui fasse comprendre. Quelquefois, là, vous vous retirez. Là, il va se remettre en question. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Bon, c'est quoi le problème? Parce que quand ça se passe, j'ai une fois reçu un monsieur comme ça. Il a eu à faire longtemps dans sa structure quand il recrute les gens. Finalement, les gens finissent par démissionner. À un moment, il s'est demandé où bien c'est lui le problème. Après quelques années. Mais quand on a vu le tableau, effectivement, c'était lui le problème. Et il cherche maintenant par quel moyen il pouvait corriger. Donc, quand on joue le jeu de la personne, on lui renforce dans sa position. C'est comme, nous disons, une femme qui est apaisée par rapport à un monsieur qui n'a jamais tort, il va toujours renforcer sa dimension. Donc, ces personnes, il faut des fois trouver des moyens, pas en termes d'impolitesse, surtout quand c'est ton patron, mais trouver des moyens pour faire comprendre. Dans certains cas, ok, on cède, mais quand c'est assez de personnes qui pensent que cette stratégie ou ce protocole n'avantage pas, mais il tient toujours à cela, il faudrait qu'à un moment donné, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui s'entendent et se retirer de ce système. D'accord. On peut lui demander même de chercher, surtout si c'est lui qui a la même mise. Mais si ce n'est pas lui qui doit prendre la décision finale, c'est qu'on va l'écouter, mais les autres vont donner leur avis. On peut même passer par le vote en termes d'idée principale où on met son idée. On met son idée et on demande à l'assistance d'aller. Quelquefois, quand supposons que c'est peut-être le groupe doit réaliser une activité et on donne des raisons pourquoi on veut passer par ici, cela, on explique. Mais lui, il donne une autre idée. Tout à l'heure, vous allez voir, quand on rejette, c'est des personnes qui vivent mal cette situation. Ils sont frustrés. Quand les gens n'acceptent pas leur opinion. Quand les gens n'acceptent pas leur opinion. Donc, on passe souvent, la plupart du temps, on note, on reporte avec d'autres idées, et plus tard, on essaie de synthétiser.
En fin de compte, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on va retenir de mieux? Vous allez voir, tout à l'heure, il peut rebondir même pour encore renchérir ce qu'il avait fait pour gagner la confiance des autres. Mais on peut finalement aller vers deux idées où son idée est là, toujours. On demande aux gens de voter, par exemple. Simple, hein, Et quand il verra que tout le monde a été de l'autre côté, bon, même s'il n'est pas satisfait, il n'a plus de force sur les autres. D'accord. Et petit à petit, vous allez voir que quand des situations vont se répéter comme ça, il va commencer par s'assouplir. Voilà. Maintenant, si quelquefois dans le groupe, il y a quelqu'un que la personne arrive à écouter, il faut aller vers cette personne. Voilà, il faut aller vers cette personne pour lui faire cette remarque-là. C'est comme ça. D'accord. Souvent, ce sont ces personnes-là qui veulent donner des conseils, mais ils n'acceptent jamais des conseils venant des autres. C'est pourquoi il faut trouver quelqu'un vers qui lui-même, il attire de l'attachement pour pouvoir le gagner. D'accord. Bon, c'est des astuces pour aller vers ces personnes. Les astuces ont été données parce que c'est une question plutôt qui, je crois, qui concerne assez de personnes actuellement. Donc, il faut j'espère que vous avez noté les approches de solutions. Bien, coucou Nectar. Question là, c'est là. S'il vous plaît, est-ce que c'est bon qu'un homme marié va chez sa famille à chaque fois que vous vous disputez, jusqu'à ce que la famille te hait? Je crois que c'est un attachement, un truc comme ça. Oui, mais en fait, dans l'éducation, ce qu'on demande dans le couple, Bachana avait parlé des témoins ici. Bon, dans un premier temps, il y a des familles ou des couples qui sont plus proches de leurs parents. Mais dans ces cas-là... Tout le monde est proche de ses parents. Bon, il y a certains couples qui ne sont pas... ils cachent beaucoup de choses à leurs parents. Mais c'était partenaire. Oui, c'était partenaire. Donc, dans ces situations, par exemple, si c'est l'homme qui veut se plaindre, l'idéal, c'est d'aller vers les parents de la dame, non vers sa famille. Si c'est la femme, elle va vers les parents du mari. OK. C'est le premier protocole à faire. Parce que quand tu retournes vers tes propres parents, c'est dangereux pour le couple. Vous allez finir par vous réconcilier, mais la famille n'a pas encore pardonné. Ça, la dame dit que la famille la hait déjà. Oui, donc c'est ça. Je me pose la question, mais si le monsieur va... Parce que j'ai eu une situation aussi comme ça, où à chaque fois qu'il y a une petite dispute, le monsieur va chez sa maman. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon comportement. Ça vient d'où tout ça là? En fait, c'est comme tu l'as dit, il a été très attaché avec sa mère. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'a pas encore compris qu'il est devenu un individu majeur. L'étape où l'enfant s'attache à sa mère et se détache à un moment donné, il n'est pas encore passé par là. Il n'a pas fini tout ce processus-là. Avec quelque chose. C'est fixé. Le processus est fixé. Avant de se marier, marier, on va couper le cordon ombilical. Avant de se marier, il faut avoir divorcé de sa mère. Sa mère. Si tu ne divorces pas de ta mère, tu ne peux pas te marier. C'est clair. Cher monsieur, divorcez de vos mamans avant de vous marier. Parce que pour la maman, tu demeures son petit garçon, quel que soit l'âge que tu as. Oui, bon, pour les enfants, pour les papas, les mamans, même si tu as 45 ans, 50 ans, tu demeures, il peut toujours te donner contact. Et ce qu'on doit aussi garder à l'esprit, c'est qu'en tant que mari et femme, nous devons être les chargés d'image de nos partenaires auprès de nos familles. Toi, l'homme, tu dois être celui qui polie l'image de ta femme auprès de ta famille et vice-versa. Et si tu retournes chez ta famille dès qu'il y a problème, ça, comme l'a dit le psychologue, ça ne va pas du tout aller. Parce que ta famille t'aime. Et quand tu viens lui dire que ta femme te fait du mal, forcément, ils vont haïr ta femme. Surtout les messieurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou bien c'est une torture psychologique que vous avez eue pendant l'enfance et qui a fait que parce que ce n'est pas normal, couper cordon. Non, voilà. Je crois que c'est un truc, c'est simple à faire, surtout qu'on est âgé. Je pense que ce n'est pas compliqué.
Couper le cordon, ce n'est pas abandonner ses parents, abandonner sa mère. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais l'homme doit comprendre qu'à partir d'un moment donné, il est majeur, il décide de vivre avec une autre personne qui a été éduquée dans une autre famille. Donc, les réalités ne vont pas être comme son attachement envers sa mère. Ce qu'il a vécu avec sa maman, c'était... Voilà. L'attachement continue quand même en termes familial, mais il vit une autre réalité maintenant. Il doit apprendre à respecter ce nouveau engagement. Et si ce sont les parents? Des fois, c'est la maman qui fait. Hein. Bien sûr. Oui, des fois, ce sont les mamans. En fait, ou soit, je ne sais pas, la question à se poser, qu'est-ce qui cause tout ça? Parce que des mamans, vous avez parlé tantôt, on a parlé du cas auparavant de la surprotection qui est peut-être plus fait truc là, mais il y a des enfants, ou bien des jeunes hommes et des jeunes femmes. Parce qu'il y a des papas aussi qui surprotègent leurs enfants. Vous en faites trop. Faut être... donc, oui, il faut mettre l'eau dans le vin. Comme des fois, Bachana nous tape ici. Hein. Il a dit la vérité comme ça. Moi, ça va que c'est pas tous les jours nous aiment. Bon, on nous aime toujours de même quand on nous bat. Mais il faut, je sais pas, qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que ce sont les parents qui ont eu des traumatismes? Parce qu'on sait qu'il y a des parents qui n'ont pas pu avoir ces moments de convivialité avec leurs parents, donc ils se disent pouvoir donner ça. Mais à quel moment est-ce que ça devient extrême et que ça nuit comment dire, à l'environnement, à l'enfant, à tout ce qui va avec? Effectivement, comme vous le dites, le fait qu'un enfant ou l'attachement soit biaisé à un moment donné n'est pas forcément lié à un traumatisme ou à une déficience des parents. Mais c'est que quelque part, dans l'éducation de l'enfant, la notion du mariage, la plupart du temps, on ne le donne pas. C'est une éducation qu'on ne donne pas souvent à nos enfants ou à nos descendants. C'est-à-dire que l'individu s'auto-éduque par tout ce qu'il observe, il entend de gauche à droite, par les amis, ainsi de suite. Donc, ça fait que quand on se lance dans le mariage et que les difficultés commencent par venir, parce que quand on se lance, on pense que c'est toujours rose. On ne comprend pas que c'est des relations que quand on entame, il y a des moments sucrés et il y a des moments salés. Vous voyez? Donc, on se baigne totalement et quand on rencontre des difficultés, tout de suite, on pense que, allez, ici, il y a problème. On retourne pour chercher solution. Surtout si on est dépendant en termes de résolution de problèmes des parents. Donc, automatiquement, c'est vers eux qu'on va retourner pour chercher solution. Alors qu'en le faisant, on imbibe les parents tout à l'heure dans la gestion du couple ou des deux partenaires. Le ressenti des parents n'est pas pareil que le ressenti que les deux ont d'eux-mêmes. Donc les parents, ils vont orienter à leur manière par rapport à leur sagesse, bien sûr. Mais supposons que le partenaire est capricieux et c'est sa personnalité. Donc tu dois apprendre à le connaître et trouver des astuces pour le contenir. Bon, je vais ajouter ce témoignage pour que vous puissiez donner au fait une réponse aussi à ça, parce que c'est un peu similaire. Bonjour Nectar, je vis avec ma copine plus d'1 an. Chaque fois qu'elle fait quelque chose et je parle, elle s'énerve. J'aimerais savoir pourquoi elle est comme ça. Elle n'est pas bien. Bachana a risqué à faire comme ça. Parce que là, le niveau où c'est arrivé là. Ah, vraiment. C'est la nature de ta copine. C'est tout. Parce qu'on a parlé ici de tempérament. Bon, je crois que c'est l'éducation aussi. Hein, ou bien, je ne sais pas. Il y a des gens qui refusent à ce qu'on leur reproche des choses. Est-ce que c'est mauvais? La manière de le faire. Enfin, la manière de le faire. Il dit qu'il lui reproche toujours. Mais est-ce que quand elle fait bien, il prend le soin de l'apprécier? Voilà. C'est toujours les erreurs qu'il faut... Il y a tous ces paramètres. Il faut vraiment préciser. Les hommes et les femmes qui n'apprécient pas leur conjoint, leur partenaire. Voilà. Au moins, dans ma vie, il y a Bachana qui apprécie. Et puis, c'est parce qu'il est son copain qu'elle tolère. Hein. Oui. Sinon, ça doit être quelqu'un
qui cherchent toujours à avoir raison. Vous avez vu l'expression de visage que j'ai vue là? Oui. C'est parce que les deux sont en copinage que elle tolère. Elle fait des efforts, quoi. Elle fait des efforts. Le jour où elle sera en position de force, elle ne va jamais accepter. Hein. Position de force, c'est quand? C'est lorsque tout ce qu'elle rêve avec le monsieur s'accomplit. C'est-à-dire mariage. Mariage, peut-être il y a déjà les enfants. Elle trouve qu'elle est maintenant assise. Donc, en ce moment, le contrôle de plaire au partenaire n'est plus primordial. On est déjà dedans. Et on se laisse envahir. Pardon, il faut rectifier la partie là dans la pensée des gens. En ce moment-là, le monsieur dira que mais tu n'étais pas comme ça. Hein? Oui, pareil, la dame peut dire mais tu n'étais pas comme ça. Parce que c'est acquis. Tu vas voir des gens, ils vont dire ils sont restés amis ou flirtés pendant 5 ans. Donc je suis sûr. Moi, je dis la plupart du temps aux gens, ce n'est pas la question en termes d'années. Vous pouvez faire 10 ans. Tu ne vas pas découvrir la personne. Pardon, ce n'est pas l'année qui fait. Ça peut être 3 mois, mais que tu tombes sur la bonne personne, ça peut être 1 mois. Ça n'a pas de paramètres. L'essentiel, c'est de chercher quand même à connaître la personne, connaître sa famille, savoir si c'est quelqu'un qui... Oui. Mais ce n'est pas en termes d'années. Oui, ce n'est pas en termes d'années. Ce n'est pas en termes d'années, c'est en termes de... de qualité. Études. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on décide... Ce diplôme-là ne sera pas acquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que se mettre en couple, c'est une décision. Oui, on parlait d'engagement tout à l'heure. Voilà. Et chacun doit savoir qu'il doit abandonner quelque chose pour pouvoir vivre en couple avec une autre personne. Il faut abandonner certains principes, abandonner certaines préférences pour pouvoir vivre en couple. Aujourd'hui, on a parlé avec notre psychologue et on a continué dans l'ordre du mariage pour comprendre un peu nos comportements. Parce que c'est avec lui qu'on parle aussi de la façon dont on voit les choses. Comment est-ce qu'il faut vraiment réfléchir, comment est-ce qu'il faut revoir, s'il faut voir un psychologue pour pouvoir changer la donne. Donc, pour ceux qui ont envoyé les témoignages et qui ont eu réponse, s'il faut que vous ayez voir un psychologue, M. Daouda, il est là, le numéro. C'est le 90 84 91 79. 91 79, c'est le numéro à contacter pour essayer de trouver solution. Il y en a qui ont demandé le numéro de Bachana, si je peux donner. Oui, le 80. Plutôt donner pour le WhatsApp. Ah oui, pour le WhatsApp, oui. 70. 70. 66. 66. 39 32. 39 32. C'est le numéro de Bachana. Ce n'est pas Bachanga, c'est Bachana. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. On a parlé mariage, on a parlé aussi du braille. On a eu une belle pensée. Donc, on espère que vous avez bien commencé votre journée. N'oubliez pas que vous êtes les êtres décideurs de l'état de votre journée jusqu'à la fin. Donc, celui qui vient vers vous avec une mauvaise intention, rejetez-le avec l'esprit de la joie au nom de Jésus. Amen. Voilà, je suis en train de prédire le soutien. C'est comme ça on termine l'émission du jour. On était chapeauté par M. Jacques Koulou, accompagné de M. Jean Gaou et toute l'équipe à la partie technique. Et ici en studio, il y avait M. Kouloum qui était là. Mon cadre du jour, j'oublie un peu son nom, c'est M. Gédéon. Et puis, Bachana était là. Donc, on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous demain. Et bye bye. Bye bye. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.